je vais faire, c'est que je vais vous parler du corps tel qu'il apparaît aux oreilles du psychanalyste dans certains types de conditions. Il y a eu des géographes, il y a eu des philosophes, il y a eu des artistes, des chercheurs en littérature qui ont parlé du corps, et puis bon, on va dire que c'est le tour du psychanalyste. Alors, je vais partir des conditions de discours dans lesquelles le corps apparaît. Je pratique depuis plusieurs années ce qu'on appelle de l'analyse des pratiques, c'est-à-dire que je rencontre des équipes, et notamment des équipes socio-éducatives qui travaillent dans des institutions, centres d'hébergement, centres d'accueil de nuit, centres de délivrance de méthadone, etc. Donc souvent avec un public très précaire, et on se voit à peu près une fois par mois, c'est souvent les groupes qu'on choisit pour qu'ils puissent parler de leurs pratiques et des situations dans lesquelles ils se retrouvent embarqués dans les suivis. Et à cette occasion-là, vous allez voir, il y a une certaine forme de corps qui apparaît. Ça ne veut pas dire qu'il est parlé, mais il apparaît, et il apparaît notamment conditionné par les discours institutionnels, d'où justement le titre de l'intervention, corps et institution. Alors, cette question-là m'est apparue à la faveur d'une remarque que je vais réaliser un jour. Je pense qu'il y a un certain nombre d'institutions ici qui se dénomment de la même façon qu'en France. On parle, pour certaines institutions qui accueillent du public en très très grande précarité, on parle de structures à bas seuil d'exigence. Souvent, l'exigence est laissée de côté et on parle de structure à bas seuil. Alors, c'est une expression extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'un coup et là je vais activer ma moumoute, voilà, c'est la moumoute intelligente, si c'est ça. Le mot bas implique, je l'ai noté ici, une verticalisation du seuil. Il y a des bas seuils, il y a des hauts seuils. Alors on parle d'exigence, mais la plupart du temps, en fait, il s'agit, pour les travailleurs éducateurs, disons un petit peu de tact, il s'agit moins d'exigence que de demande. Mais la question se pose, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. La verticalité du seuil, haut-bas, implique quand même certaines conceptions dans laquelle on se retrouve assez rapidement, c'est-à-dire que ça rentre en correspondance avec une verticalisation des structures sociales qui font que, par exemple, on parle d'ascension sociale ou on parle de rechute. Les travailleurs sociaux disent leurs pratiques, notamment en termes verticalisés, c'est-à-dire qu'ils évoquent leurs pratiques par paliers. On va procéder par paliers, et ces paliers, justement, étant verticalisés, un petit peu comme des marches. Alors, ça pose assez rapidement, en fait, ce que j'entends, c'est que ça crée une certaine impasse. De quoi s'agit-il? En fait, le seuil qui est évoqué là, c'est un seuil qui est plus une espèce de barre de niveau. C'est-à-dire les usagers, sont capables finalement de supporter cette barre de niveau, de la franchir ou pas. Et donc, soit on est dessous, soit on est dessus. Dessous, la plupart du temps, ça se rapproche d'un dehors l'institution, exclu, ou alors on est dessus là-bas, on arrive à la franchir, à ce moment-là on est dedans l'institution, on pourrait parler d'inclusion. C'est-à-dire que c'est un seuil très particulier qui n'inclut pas d'entre-deux. On est dedans ou on est dehors. Il n'y a pas d'espace entre. Justement, ce liminaire, c'est limbe dont il a été question tout à l'heure. Et du coup, ça a un effet sur le corps. Non pas forcément, je disais tout à l'heure, le corps tel qu'il est parlé, mais
le corps tel qu'il apparaît de façon implicite et la plupart du temps inconsciente. C'est un corps qui est soit dedans, soit dehors, c'est-à-dire un corps qui est unifié, qui est indivisé. Autrement dit, dans les termes qui sont les miens et de Jacques Lacan, c'est un corps imaginaire. Alors pourquoi imaginaire? Je vais aborder ça très très rapidement, mais Freud, dès 1905, se rend compte que le corps est le lieu de jouissance au pluriel, qui sont répartis sur la surface, au niveau de différents orifices notamment, mais pas que. C'est-à-dire que le corps est en quelque sorte diffracté. C'est une géographie qui n'est pas unifiée dans un premier temps. Et la question se pose, c'est comment ce corps-là, qui est le lieu de jouissance au pluriel, peut quand même, à certains moments, donner l'impression d'être unifié. Alors, Freud va plutôt du côté de la génitalité pour se sortir de cette difficulté. Lacan, lui, va du côté de l'image. C'est l'image du corps qui vient pallier aux différentes jouissances. Donc c'est pour ça que là, dans cette conception verticalisée du seuil, haut, bas, c'est le corps imaginaire qui est en jeu. Or, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que j'ai parlé de bar tout à l'heure, et de quoi il est question? Vous pouvez l'imaginer, peut-être, puisque c'est de ça dont il est question. On peut parler peut-être à ce moment-là d'une barre comme on parle de saut en hauteur. Vous savez. Et c'est presque parfois comme si l'usager prenait son élan, avec toute sa bonne volonté, ses motivations, son éducation à ceci ou à cela. Il prend son élan, il saute la barre, et évidemment, qu'est-ce qui se passe après? Et il retombe. Voilà. Et c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'une fois à l'intérieur, finalement, ce corps qui avait été unifié, de nouveau, il devient l'enjeu, et ce qui est logique, il devient l'enjeu des différents types de jouissances. Et à ce moment-là, les travailleurs sociaux se retrouvent souvent un peu démunis. Ah mais non, mais je ne comprends pas, il s'était pourtant bien préparé, etc. Il avait fait des efforts. Récemment encore, j'ai entendu, il a tout donné. Eh ouais, mais justement, il a tout donné, et derrière, c'est pas une rechute. C'est simplement que ce corps imaginaire-là, finalement, laisse le pas à autre chose. Une fois qu'on est à l'intérieur de l'institution, c'est là que ça commence, en fait. C'est là que ça commence. Et donc, la verticalisation du seuil, elle induit quand même les travailleurs sociaux en grande difficulté. Une autre dimension aussi de cette verticalisation, c'est qu'elle est, rapidement, par rapport à il a tout donné, c'est qu'elle est surtout centrée sur la demande. C'est-à-dire que lorsque le seuil augmente, donc le seuil d'exigence, c'est le seuil de demande, c'est-à-dire les demandes qu'un usager est capable de supporter. Est-ce que tu peux ne pas fumer à l'intérieur? Est-ce que tu peux ne pas te droguer à l'intérieur de l'établissement? Est-ce que tu peux poursuivre au bout des démarches, honorer tes rendez-vous, etc. Et donc en fait, cette verticalisation, elle s'accompagne d'une relation qui devient, enfin en tout cas une relation dont l'unique horizon est la capacité de soutenir une demande. Au départ, l'usager est en demande, mais en fait, très rapidement, il s'aperçoit qu'il doit soutenir la demande de l'autre. Et c'est pas supportable pour tout le monde, ni tout le temps. Donc, il y a cette idée comme ça d'une verticalisation qui est intéressante, on va dire, du point de vue des relations, des structures entre elles, c'est-à-dire que ça permet parfois, un usager va passer d'une structure à bas seuil à une structure à un seuil un peu plus élevé, mais en même temps, ces discours-là ont un effet très très particulier sur les pratiques, en tant qu'ils viennent solliciter différents types de corps. Alors, j'ai intitulé d'un seuil à l'autre parce que, évidemment, il y a une autre façon de concevoir le seuil. Ce n'est plus la barre du saut en hauteur, mais c'est le seuil tel que les anthropologues l'ont déterminé, notamment à partir de Van Gennep, puis de Turner. Alors, je vais juste reprendre là
un schéma des rites de passage. Là, c'est la version de... Enfin, en tout cas, c'est un anthropologue qui s'appelle Thierry Gogel d'Alondon, qui avait publié un tout petit bouquin aux presses universitaires de Laval, justement, sur le rituel, notamment dans le travail social. Il fait ce schéma-là pour mettre en forme, en quelque sorte, tout le travail de Van Gennep sur les rites de passage. Vous êtes nombreux à connaître ça, je vais quand même le reprendre très rapidement. En haut, il y a le cours de la vie sociale, c'est-à-dire le cours de la vie telle qu'elle est régie par les statuts, par les obligations, par justement les réciprocités, les demandes, etc. Et pour changer de statut, il y a un premier temps où un sujet est décollé de son statut par des rites de séparation, qui sont justement la plupart du temps des rites de coupure. Le sujet est coupé à la fois de son groupe, mais aussi souvent dans son corps propre. Puis il est amené à traverser une autre phase des rites, qui sont les rites de marge. Les rites de marge, alors Van Gennep, il s'est plus intéressé à la structure en elle-même qu'aux rites de marge, mais les rites de marge, c'est le moment où le sujet comme ça est retiré réellement de tout type d'appartenance. Et un certain nombre de rites ont lieu à ce moment-là, je vais les développer tout à l'heure. Ces rites-là doivent être traversés pour ensuite, on revient à la discussion qu'on a eue avec Damien hier, pour ensuite être repris en charge dans des rites de réagrégation, c'est-à-dire des rites qui permettent de donner un nouveau statut au sujet qui a vécu un moment où il n'en avait plus. Et donc, ces rites de réagrégation permettent de réintégrer le cours de la vie sociale avec un nouveau statut, pas sans mal. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a vécu ce temps-là de rite de marge, ça c'est Mary Douglas qui dit ça, cette personne-là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, il y a des précautions, c'est pour ça qu'il y a des rites de réagrégation qui rendent progressive l'obtention d'un nouveau statut. Bon, ça c'est le travail de Van Gennep. Victor Turner a repris ce travail-là, mais il s'est beaucoup plus intéressé à la phase liminaire. Phase liminaire dont il a été question avec Justine, avec pardon, Dinali, tout à l'heure sur les limbes. Alors Turner oriente finalement, en mettant les rites liminaires au centre de son travail, il oriente absolument son travail là-dessus. Donc les rites de séparation sont appelés préliminaires, les rites de réagrégation sont appelés post-liminaires. Alors Turner, il va développer ce temps liminaire et qui pour moi est essentiel. C'est quand même une chose folle qu'un groupe social se donne, on pourrait dire, des moyens sociaux pour penser ce qui lui échappe, ou en tout cas pour mettre en scène ce qui lui échappe. Des moyens sociaux pour mettre en scène ce qui échappe au social. Ça, c'est toute la question du rituel. Alors, ce qui m'a intéressé là dans le liminaire, c'est que, et là on pourra peut-être éventuellement faire justement un rapprochement avec la pratique, notamment la pratique artistique, puisque Turner, 69, il commence à s'intéresser au phénomène rituel, mais vous n'êtes pas sans savoir que bien plus tard, il va commencer à s'intéresser au théâtre, puis à la performance, et il transformera le liminaire en liminoïde, mais ce qui l'a intéressé finalement, c'est ce lien comme ça entre d'un côté le rituel et de l'autre côté la performance au sens vraiment artistique du terme. Et donc Turner, dans la question du liminaire, moi je retiens à peu près quatre éléments. Le temps liminaire, c'est un temps extatique. Extatique, extase, c'est-à-dire hors de la stase et hors des statuts du moi. C'est un temps où le sujet n'est justement ni homme ni femme, ni vivant ni mort, ni humain ni animal. C'est un intrus absolu, un temps qui dissout toutes les catégories qui viennent introduire de la discontinuité. Mais, en même temps, le sujet n'est pas seul là-dedans.
Et Turner va développer ce qu'il appelle la communitas, c'est-à-dire une coprésence qui est tout à fait intéressante parce que justement, ce n'est pas une solitude de la mélancolie, abandonnée de l'autre, mais au contraire, il y a une coprésence, une façon d'être accompagné, on pourrait dire, mais en dehors des enjeux de statut. Ça aussi, on pourra y revenir tout à l'heure. Troisième élément du temps liminaire, c'est que ce temps est passager. D'où ma question justement tout à l'heure sur qu'est-ce qui vient peut-être faire obstacle ou résistance au liquide. C'est-à-dire que le temps est passager. Et on a des travaux, pour revenir aux conditions dont je parlais tout à l'heure du travail social, on a des travaux ethnologiques, notamment ceux de Daniel Terol, qui évoquent justement les personnes qui viennent s'installer définitivement dans la situation de sans domicile fixe, comme des personnes qui sont perdues dans le liminaire, qui s'installent, c'est-à-dire que là où le temps liminaire est un temps transitoire, là ça devient une stase. Justement. On s'installe dans le liminaire, et donc il y a la possibilité, le risque de se perdre absolument. Et tout à l'heure, Danaïd justement disait habiter les limbes. Alors là, on pourrait avoir une discussion. Je ne sais pas si vraiment on habite les limbes ou on s'y perd complètement. Voilà. Donc cet entre-deux est passager. Et puis, dernier point, là pour la discussion qu'on a eue hier soir avec Bertrand, chez Turner, c'est tout à fait passionnant parce que le temps liminaire, ou en tout cas l'antistructure que représente la communitas, vit toujours un moment où la coprésence se fige et redevient institutionnalisée. Donc on n'échappe pas à l'institutionnalisation. Donc ce qui était en quelque sorte, ce qui tentait d'échapper à l'institution se réinstitutionnalise, sauf que Turner dit, mais ça réapparaît toujours ailleurs. Ça réapparaît toujours ailleurs, et ça je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que ça aussi, ça donne un espoir, aussi, c'est-à-dire comment finalement le temps liminaire, au moment où il se fige et au moment où il redevient institutionnel, hop, comment il ressurgit ailleurs. Alors, pourquoi un psychanalyste s'intéresse à ça, et en quoi ça concerne justement sa pratique de l'écoute? Vous allez voir, je propose, je ne sais pas, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, mais peut-être que ce n'est pas si original que ça, je propose une lecture de ce schéma-là, qui, moi, oriente, je dirais, la pratique que j'ai, la pratique de l'écoute. Une lecture qu'on pourrait dire lacanienne, de ces trois temps du rituel. Ces trois temps, en fait, c'est la structure du rituel, elle temporalise les choses. Dans cette approche qui est issue des travaux de Lacan, je crois qu'on peut peut-être détemporaliser la structure du rituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les rites préliminaires qui sont des rites de séparation, d'introduction à une discontinuité, puisqu'il s'agit de couper, de faire un pas, d'arracher, parfois et parfois avec violence, correspondent assez précisément à un registre que Lacan appelle le symbolique, qui est l'inscription de discontinuité. L'inscription signifiante notamment dans le corps. Donc il y a un premier registre comme ça, qui est le registre symbolique. Il ne s'agit pas de venir forcément nommer le sujet, ça finalement c'est le travail peut-être du cours de la vie sociale, quand on croit se reconnaître dans un statut, mais il s'agit d'abord de faire un temps de coupure. Sauf que ce temps de coupure-là est suivi par les rites liminaires, et ces rites liminaires, justement, visent à dissoudre toute discontinuité. Ce que Lacan appelle le réel, qui n'est pas la réalité, mais qui est ce moment où la tentative d'inscrire une discontinuité échoue sur quelque chose qui lui résiste absolument. Troisième registre, qui est les rites post-liminaires. Ce sont justement tout ce travail où le sujet, après avoir traversé ce temps, on pourrait dire sans forme, parce que je crois que c'est de ça dont il est question, après avoir traversé ce temps sans forme,
accepte de nouveau de se reconnaître dans une nouvelle forme, un nouveau statut social. Et se reconnaître dans une forme, c'est précisément ce que Lacan appelle l'imaginaire. Mais, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là quand même dans des dispositifs sociaux. Le dispositif social cherche à mettre en scène ce qui échappe au social. De la même façon, on pourrait dire, et vous voyez là, de la façon dont sont placés ces registres, qui sont des surfaces, donc on détemporalise pour passer peut-être à un registre spatial. De la même façon, vous voyez, je ne vais... Là, on n'est jamais vraiment dans un réel pur, puisque les rites liminaires sont à chaque fois pris d'une part du côté de l'imaginaire et à la fois pris aussi du côté symbolique. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs symboliques et imaginaires qui permettent de frôler cette part de réel qui est extrêmement dangereuse et qui finalement est létale. Donc la question c'est ça, c'est quels sont les dispositifs qui permettent de contrer à cette létalité, à venir la frôler, à venir la contacter sans s'y perdre. Alors, ça, vous voyez que du coup, s'il est question de liminaire, hein, c'est bien que les seuils, là, ne sont plus absolument plus verticalisés, ils ne sont plus non plus temporalisés, mais ils sont, on pourrait dire, spatialisés. C'est finalement accepter dans le travail, et notamment dans l'accompagnement social, que des moments sans forme puissent apparaître. Qu'un corps informe puisse apparaître, qui peut-être est le corps du handicap dont il vient d'être question. Mais vous voyez que ce n'est pas forcément le handicap dans la réalité. C'est simplement une part informe du cœur qui est accueillie par l'institution, alors que dans la dimension de verticalisation, cette part-là, on ne veut rien en savoir, puisque ce qu'on cherche à créer, c'est un corps qui a une forme et qui peut être soit dedans, soit dehors. Alors, je vais terminer avec 4 conséquences. La première, c'est que ce dont il s'agit là, c'est de proposer un mode d'habitation. Un mode d'habitation de l'institution, avec cette idée peut-être que là où justement on peut faire un pas par rapport au rituel anthropologique, c'est qu'il est moins question d'un ordre temporel, d'une structure qui serait toujours la même, séparation, limbe, ou en tout cas liminaire, et ensuite réagrégation. Il s'agit moins d'une structure avec un ordre précis à suivre, ce qui deviendrait finalement du coup faire du travail social une recette à appliquer, l'accompagnement comme recette, et on sait très bien que ça ne marche pas. Mais il s'agit moins donc de temporaliser les choses que de se demander comment un sujet, lorsqu'il consent à s'adresser à un professionnel ou à une institution, comment il va tricoter ces 3 registres. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais ceux qui connaissent le travail de Lacan ont peut-être remarqué que j'ai posé les 3 ronds l'un sur l'autre. Lacan, lorsqu'il a proposé cette figuration, on pourrait dire, topologique des 3 registres, symbolique, réel et imaginaire, avait proposé un mode de nouage particulier, un nouage borroméen, mais un nouage dans lequel justement les registres ne s'interpénètrent pas, mais pourtant ils tiennent. Ils tiennent avec un nœud particulier qui fait que quand on coupe, par exemple, un rond, tout se défait. Là, je n'ai pas du tout fait ce nouage particulier, j'ai juste posé les uns sur les autres, déjà parce que j'avais une compétence technique tout à fait limitée, et donc j'étais obligé de faire ça, mais au final je me suis dit, mais non, mais je vais laisser ça, pourquoi? Parce que finalement, c'est à disposition au sein de l'institution,
Et la question du travailleur social, ça peut être non pas comment le corps va tenir lorsqu'il est passé à l'intérieur, mais ça va être une fois qu'une adresse se consent à se faire au travailleur, comment le sujet va tricoter, comment il va nouer ces trois registres sans forcément passer par un ordre préétabli qui serait imposé par l'institution, par exemple. Et comment, justement, il va passer d'un registre à l'autre pour essayer de les faire nouer. Pour la petite histoire, le temps à 3 nœuds chez Lacan, ça dure 1 an, et puis au bout d'1 an, il se dit non, mais il y a aussi un moment où peut-être on peut rajouter un 4e nœud pour essayer de faire tenir ces trois registres-là. Je ne suis pas loin de penser que justement le rituel là, ça peut être une façon de faire tenir ces 4 nœuds. Et peut-être vous le pressentez visuellement en imaginant comment les trajets des flèches blanches pourraient venir passer dessus-dessous pour faire tenir ces 3 nœuds-là et créer un 4e. C'est peut-être une façon de comprendre comment on parle maintenant de rituels personnels, de rituels individuels. David Le Breton parle de ça notamment, c'est-à-dire des rituels qui ne sont plus forcément collectifs, mais qui justement témoignent de la façon dont chaque individu, peut-être avec la difficulté de se rattraper à des rituels qui lui permettent de faire un passage, mais comment chaque individu va essayer de bricoler ces 3 temps-là, préliminaire, liminaire, post-liminaire, que moi je peux peut-être entendre comme 3 registres différents. Ça, c'est le premier point. Non, c'était le deuxième, je me suis trompé. Le troisième point, c'est que ça implique une chose, c'est que l'institution aussi accepte de se laisser travailler par ça, ce qui n'est pas évident. On confond parfois un rituel avec une habitude. On peut le confondre avec un protocole, ou avec une procédure. Souvent, en tout cas en France, quand on parle d'un rituel, la plupart du temps, on parle d'une habitude. Or, l'habitude, c'est ce qui vient justement figer le statut et nous réconforter. Là, ce n'est pas du tout le cas. Dans ce travail du rituel, il y a un moment la traversée de quelque chose qui est bien au-delà de toute fixité moïque. Donc, s'il y a rituel, si l'institution accepte, peut-être même supporte, de ne pas coller trop vite une nouvelle étiquette au corps qui circule, au sujet qui s'adresse à elle. Mais justement, ça demande chez les praticiens, chez les travailleurs sociaux, la capacité d'accepter ce temps sans forme, d'accepter cette coprésence que Turner appelait la communitas, cette coprésence en dehors des enjeux de statut, des enjeux de pouvoir, de représentation sociale, c'est-à-dire en dehors des enjeux de demande. Il y a un au-delà de la demande. Donc l'institution doit se faire une certaine violence. Le rituel fait violence à l'institution. Une façon de le prendre, ça serait peut-être de comprendre que, là, vous voyez, là, c'est très gentil, comme ça, c'est dessiné à plat, mais on peut peut-être aussi comprendre qu'il y a une espèce de déchirement au sein même de l'institution qui fait que d'un coup, ce qui est régi par les statuts de la vie sociale se découvre éloigné, distancié, et l'institution elle-même se découvre trouée. Elle accepte comme ça que tout ne soit pas nommé, ne soit pas régi par les enjeux de statut. Et dernier point, justement. Dernier point, c'est que si on peut supporter ça, et ça c'est une des fonctions que moi je peux soutenir, en tout cas c'est une de mes responsabilités quand j'interviens dans une institution. Si on peut supporter ça auprès des travailleurs sociaux, puisque encore une fois moi je travaille avec eux, je les écoute, si les travailleurs sociaux peuvent entrevoir cette voie-là, et parfois même réaliser que c'est ce qu'ils faisaient sans le savoir, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que la conception verticalisante du seuil, elle exclut dans les représentations
cette conception-là du seuil. Par contre, parfois dans les faits, dans la même institution, les deux coexistent, mais sans le savoir. Les travailleurs sociaux ne savent pas en fait qu'ils mettent en jeu ce rituel-là. Donc, si les travailleurs sociaux peuvent endurer ça, le supporter et soutenir ça aussi chez les gens dont ils ont parfois, dont ils croisent la vie, hein, parce que c'est souvent un petit peu ça, c'est aussi, je terminerai là-dessus, c'est aussi qu'eux-mêmes en font l'expérience. Et ils en font l'expérience, probablement à différentes occasions, mais ils en font l'expérience dans les séances que moi-même j'anime en supervision, en analyse des pratiques. C'est-à-dire que l'analyse des pratiques a elle-même la structure d'un rituel. Et que permettre cette traversée-là aux travailleurs sociaux, c'est une façon de pouvoir supporter auprès d'eux le fait qu'ils puissent l'endurer lorsque c'est le corps de l'usager qui, tout à coup, prend ce chemin-là inattendu. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.